Bon, Bleu Cinéma, épisode 19. On va parler de la fiction au cinéma. Pas de la fiction au cinéma, en fait, on va parler de la fiction tout court. Mais non, c'est pas vrai, là. Si tu veux pas faire ça de même, là. Chris l'imbécile. Tout mélangé, il est là avec son casse. Il est là avec son casse. Ben d'un parage. Épisode 19, Bleu Cinéma. Qu'est-ce que la fiction? Qu'est-ce que la fiction? C'est compliqué ça là. C'est pas simple comme question là. Qu'est-ce que la fiction? On n'est pas sorti de l'auberge là avec des questions de même. Là. On n'est pas sorti de l'auberge pas en tout. Non, j'ai perdu. D'abord, je remercie Monsieur Martin Lefebvre et ses larges compétences, sans quoi ce présent podcast ne prendrait pas place. Ses enseignements m'ont été d'une aide précieuse. Je continue à le remercier parce que il est très très compétent. Puis c'est ça, man, il est très compétent. Donc merci à toi, Martin. Fait que je vais juste commencer mon exposé, en fait, pas plus compliqué que ça. La fiction, tout court. Ça semble large comme sujet, puis ça l'est. Je compte pas déboulonner l'entièreté du travail qui a été fait de sa fiction littéraire, filmique ou peu importe, théâtrale. Parler de tout, ce serait juste impossible. Ça me prendrait à peu près 10 ans. Faudrait que je lise une bonne centaine de livres puis que je finisse peut-être un doctorat. Faudrait que tu sais ça. Fait que tu sais, ça serait long de faire le tour du sujet. Fait qu'on va juste se limiter à un périmètre plus restreint, plus précis. C'est pas mal plus intelligent de faire ça. Puis c'est ça qu'on va faire. Puis ça va aussi permettre que je puisse faire le podcast sans attendre 10 ans. Fait que c'est ça. Puis que je fasse genre 35 épisodes. Parce que ça serait compliqué. Je veux dire, on va parler d'un petit bout de fiction. On va parler de John Searle. Je vais y revenir. Mais j'aurais pu parler de bien d'autres affaires. J'aurais pu partir avec Platon puis la mimésis. J'aurais pu partir avec le signifiant imaginaire de Metz. Que d'ailleurs, je vais sûrement en faire un petit. Oh! Tabarnouche de Call Life. Je sais pas la télécommande, c'est tout. Bon, trop loin. Je vais sûrement en faire un podcast à un moment donné sur Christian Metz parce que il est bien utile ce gars-là. C'est pas un gars. Fait que j'aurais pu partir de bien des places, mais John Searle me sera d'une aide plus précieuse aujourd'hui. Puis John Searle, c'est un philosophe du langage, c'est un philosophe britannique. Il était l'élève de John Austin, qui est un autre philosophe du langage, qui a écrit des livres genre How to Do Things with Words. Puis John Searle, il a écrit des livres, puis il a écrit des essais. Il a écrit notamment ce livre-là, Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language. Il a écrit aussi un essai qui s'appelle The Logical Status of Fictional Discourse. Puis c'est avec ça qu'on va pas mal faire le tour de notre sujet. Puis l'autre livre, va nous aider un peu à comprendre deux petits concepts par-ci par-là. C'est ça. Yo. J'ai une nouvelle caméra, by the way, fait que ça se peut que ça soit bizarre. Ça record en 60p parce que, regarde, man, la 6D est tout fucké. Y'a plus rien qui marche là-dedans. Plus rien qui marche, asti. Plus rien qui marche dans 6D. Fuck, man. On va pitcher ça au bout de mes bras, ça va pas long, man. Fait que je sais plus quoi faire avec la 6D. Elle est
pété, ben raide. Fait que là, j'ai comme un petit camcorder. Je pense que ça va être ça. Ça record pas mal plus longtemps. En tout cas, on vient en fiction. John Searle, dans son autre livre, là... fuck son autre livre, là. Ben, pas fuck son autre livre, tu le liras si tu veux le lire. Basically, là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend des notions de genre Wittgenstein, Paul Grice, Austin, dans la philosophie du langage, puis lui, il fait comme... met tout ça bien droit, puis tu comprends tout après ça. Un gros move. Parce que... C'est ça. Mais je pourrais en parler, parce que dans le livre, dans le fond, c'est ça, c'est comme... parce que tu te rends compte que les mots, ils font des choses. Tu sais, les mots, c'est pas juste des mots. Les mots ont des répercussions. Tu sais, si je te dis, m'a tué, ça se peut que tu meurs après. Fait que tu sais, ça... Ou si je dis, tu sais, tu comprends. Bon, en tout cas, si j'ordonne à quelqu'un de te tuer, ben tu vas mourir. Fait que, tu sais, les mots... Les mots font des choses quand même. Je veux dire, l'acte que j'ai demandé de tuer, il n'est pas arrivé de nulle part. C'est mes mots qui l'ont fait faire, tu sais. Est-ce que c'est vraiment vulgaire la manière dont j'explique ça? Mais tout ça pour dire que John Searle a écrit Speech Acts puis The Logical Status of Fictional Discourse, puis c'est avec ça qu'on va travailler. Fait que il sera pas question de cinéma tant que ça à Bleu Cinéma aujourd'hui. Parce que ces deux textes-là, mais c'est issu de la philosophie du langage. Fait que on va plus travailler avec des mots, avec des phrases, avec des lettres. Parce que c'est avec quoi John Searle a développé ses idées. Fait que. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Mais la fiction, c'est large, comme je disais. Puis étant donné que le podcast s'appelle Bleu Cinéma, on aurait pu penser justement que j'aurais parlé de fiction filmique. Genre, mettons. Christian Metz, le film de fiction Son spectateur, ça aurait pu être une option, mais je pense juste que Searle donne une réponse bien intéressante, puis bien qui fait l'accord de pas mal de monde quand même sur... en tout cas, tu sais, je veux dire, c'est que ça explique bien c'est quoi la fiction à la base de tout. C'est pour ça que j'en parle. Puis, bien important de faire une nuance entre fiction puis récit ou histoire. Genre, il sera pas question de narratologie. Tu comprends? On va parler de fiction. Fait qu'on va plus parler du contenant que du contenu. Au sens où le contenu, ce serait, mettons, l'histoire du petit chaperon rouge en tant que tel. Genre l'histoire de la petite fille qui va porter des petits pots de beurre à sa grand-mère, puis le grand méchant loup mange la grand-mère, puis blablabla. Ça, c'est l'histoire, puis elle est organisée d'une certaine manière. On va pas parler du contenu, on va parler du contenant. C'est-à-dire que le petit chaperon rouge, c'est une histoire de fiction. C'est de la fiction, ça n'existe pas pour vrai. C'est peut-être basé sur des faits réels, c'est une vieille légende, mais ce que je veux dire, c'est que c'est raconté comme une fiction, qu'il y a une petite fille. Elle n'existe pas, là, la petite fille. Là. C'est pas un fait divers. Là. Ça fait pas partie de l'histoire. T'sais. Donc, plus le contenant que le contenu. Parce que l'étude de la fiction peut mener à la narratologie, mais on parlera pas de ça aujourd'hui. Fait que ça va surtout nous amener à parler de bouts de textes, des textes écrits, surtout pas filmiques. On prendra pas d'exemple de film. Ce que je dis là peut s'appliquer au cinéma sans équivoque. Mais on va surtout essayer de comprendre à la base, c'est quoi un énoncé fictif? C'est quoi une phrase? C'est quoi la différence entre une phrase qui est fictive et une phrase qui l'est pas? Comment ça fonctionne? C'est quoi une phrase fictive? Comment qu'elle existe? C'est ça qu'on va faire. Fait que... Wow, brassage. Bon. Mais à la base, c'est quoi un énoncé? En quoi un énoncé vrai puis un énoncé fictif diffère? Si quelqu'un dit le chat est sur le tapis, pour constater que le chat est bien sur le tapis, c'est pas la même chose que si je lis dans un livre de fiction que le chat est sur le tapis.
Dans le premier cas, il y a un vrai chat sur un vrai tapis, alors que dans le deuxième cas, il n'y a aucun chat sur aucun tapis. Pourtant, dans le deuxième cas, même si c'est absolument faux qu'il y ait un chat sur un tapis, ça reste que c'est pas un mensonge. Platon dirait que ce serait un mensonge, puisque. En tout cas, fuck Platon, on tombe pas dans le mimésis, justement. Mais est-ce que ça reste que c'est pas un mensonge parce que fictivement, il y a. Fictivement, il y a un chat sur le tapis. On est capable de comprendre ça, tu sais. Fait que. Mais c'est ce qui est un peu. Ce qui est touché avec ça, c'est que c'est la même phrase, tu sais. C'est exactement graphiquement identique, la même phrase, mais visiblement, ils ont absolument pas le même but. Ils n'arrivent pas du tout aux mêmes fins. Dans la terminologie de Searle, ils n'ont pas la même fonction illocutoire. On va y revenir dans 2 secondes. En théorie, les deux phrases sont des affirmations, sauf que malgré tout, il y en a une des deux qui est fausse, sans qu'on pense qu'il s'agisse d'un mensonge. On l'accepte dans une sorte de complicité volontaire, une complicité ludique. C'est ça qu'on fait. Mais c'est là qu'il faut comprendre avant d'aller plus loin, c'est quoi, c'est quoi la fonction illocutoire d'un acte de langage. Il faut savoir que pour un énoncé, il y a 3 fonctions. Il y a la fonction locutoire, la fonction illocutoire, puis la fonction perlocutoire. C'est vraiment moins compliqué que ça en a l'air. J'explique ça en 2 secondes. La fonction locutoire, c'est simplement la phrase en tant que telle, graphiquement. Genre, le chat est sur le tapis, c'est le chat est sur le tapis. C'est une phrase, que ce soit écrit de calaison de maths, ou bien, je sais pas, Ching Taoum Dahaoui en japonais, pour dire que le chat est sur le tapis, ou Patau Brasil Prishti Schnipauf en portugais. Ça reste que c'est juste la phrase en tant que telle. Le chat est sur le tapis. C'est la phrase, graphiquement, qu'est-ce qu'elle est. Formellement. La fonction illocutoire, ce qui nous intéresse, c'est le but, l'objectif, ce que la phrase veut dire sémantiquement. C'est quoi son sens? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Si je dis chat sur le tapis, mais le chat sur le tapis, ça veut dire que je constate que le chat sur le tapis. Je te dis, hey, check, le chat sur le tapis. L'objectif a été rencontré, c'est-à-dire que je t'ai fait remarquer que le chat est sur le tapis. La fonction illocutoire, c'est le but, c'est l'objectif. C'est ça que c'est. La fonction perlocutoire, c'est l'effet a posteriori d'un acte de langage. C'est la réaction, dans un sens. Puis on s'en occupera pas bien de la fonction perlocutoire parce qu'elle est comme trop difficile à prévoir. Puis c'est comme un peu instable, c'est vague aussi. Puis la fonction locutoire, est à l'intérieur de la fonction illocutoire. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est la fonction illocutoire. C'est les buts, les objectifs d'une phrase. Comme le chat est sur le tapis, je te fais remarquer que le chat est sur le tapis. Mais dans ma phrase fictive, le chat est sur le tapis, il n'y en a pas de chat sur le tapis. Mais pourtant, on comprend la même affaire. On y arrive. Fait que la fonction illocutoire, c'est à ça qu'on va s'attarder parce que c'est en elle que se trouvent les intentions du locuteur. Parce que c'est en effet les intentions du locuteur avec les intentions du locuteur qu'on va pouvoir comprendre puis éclaircir la notion de fiction. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fiction illocutoire d'un énoncé, c'est les intentions du locuteur, les buts, les objectifs sémantiques. C'est bien important de comprendre ça. Selon John Searle, il y a 5 fonctions illocutoires possibles. La liste est exhaustive, il y en a 5, selon lui. Je les nomme. Les traductions, by the way, sont so-so parce que ça vient du texte en anglais, puis c'est comme un peu dur à traduire. Je suis pas traducteur, en tout cas. Il y a 5 fonctions illocutoires. La première, affirmative. C'est-à-dire, le chat est sur le tapis. Ensuite, affirmative, c'est juste un énoncé, une assertion. Tu fais juste dire. Tu constates le fait. Tu constates l'état des choses. Ensuite, il y a directive, que c'est comme, mettons, une question, des demandes. Je te demande, peux-tu mettre le chat sur le tapis? Peux-tu faire ci? Peux-tu faire ça? Ça là, les questions. Le chat est-tu sur le tapis? Ben, c'est directive. Je te demande de me répondre. Est-ce que le chat est sur le tapis, oui ou non? Ensuite, il y a commissive. Là, ça, je suis vraiment pas sûr du nom, là, parce qu'en anglais, c'est commissive. Genre, to commit. Commit to do something. Genre. Puis, c'est comme, mettons, c'est une promesse. Je vais dire, je vais mettre le chat sur le tapis à l'avenir parce que c'est là qu'il va.
le locuteur commet, dit qu'à l'avenir, il va faire quelque chose. Dans l'avenir, il va faire quelque chose. Ensuite, la quatrième, c'est expressive. Mettons, des excuses, des félicitations, des sentiments qui parlent, félicitations, wow. Ben, tu sais, en tout cas, dans un sens, oui. Tu sais, wow. Un onomatopée. C'est expressive, c'est des fonctions élocutoires expressives. Puis déclarative, ben c'est, mettons, un baptême, un mariage, je vous déclare coupable à passer 10 ans en prison, mais déclarative, ça change pas mal l'état des choses. Là. Ça modifie la réalité, il y a un avant puis un après, c'est comme, wow, ok, là je suis marié, je suis pogné ici, là je suis baptisé, on va aller au paradis. Là, j'ai tué quelqu'un 10 ans de prison, je m'en vais en prison. Ça déclare quelque chose, un couronnement d'un roi. Maintenant, il est rendu roi. Ça change la réalité. Donc, les fonctions élocutoires, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque énoncé, il y a une fonction élocutoire qui donne les intentions du locuteur. Ça donne du sens à la phrase. C'est la première affaire qu'il faut comprendre, c'est que toutes les phrases ont des fonctions élocutoires. Pour revenir à mon exemple de chat sur le tapis, on a dit que la même phrase, dite dans deux contextes différents, peut vouloir dire deux choses différentes. Ça va devenir touché à la fin. Ouais. Dans un cas, la phrase est véridique, puis dans l'autre, fictive. Donc, est-ce que les deux phrases ont la même fonction élocutoire, ou bien la phrase fictive performe un autre acte élocutoire? Une autre forme, une autre sorte. Il y aurait comme une sixième fonction élocutoire. On va y revenir parce que John Searle envisage les deux. Soit que les deux phrases ont la même fonction élocutoire, ou bien que la phrase de fiction en est une différente. On va voir. Pour m'expliquer, je vais prendre les exemples de son texte parce que ça va juste être plus simple pour comprendre. J'ai besoin d'un massage, moi. Un massage érotique. Yeah! Ouais. Fait que je vais te donner les deux. Je vais lire ces deux exemples. Puis on va comprendre. Le premier exemple, c'est pas une fiction. Ça vient du New York Times du 15 décembre 1972. Écrit par Eileen Shanahan. C'est en anglais, là. Je parlais tout en anglais parce qu'on est en 2020, tout le monde est en anglais, puis on a tout été colonisé, fait que c'est correct. Washington, December 14. A group of federal, state, and local government officials rejected today President Nixon's idea that the federal government provide the financial aid that would permit local governments to reduce property taxes. Premier exemple. Deuxième exemple, ça vient d'un roman de Iris Murdoch entitled The Red and the Green. Puis ça commence comme ça. 10 more glorious days without horses. So thought Second Lieutenant Andrew Chase White, recently commissioned in the Distinguished Regiment of King Edward's Horse, as he pottered contentedly in a garden on the outskirts of Dublin on a sunny Sunday afternoon in April 1916. Bon, on voit la différence. Dans le premier cas, ça vient d'un journal, ça relate les faits de l'idée du président Nixon de réduire les taxes, ou en tout cas, je sais plus trop quoi. Puis dans l'autre, ben c'est le Second Lieutenant Andrew Chase White qui est dans son jardin, puis c'est pas vrai pantoute. Mais, avant même de se garder au statut véridique ou fictionnel des deux énoncés, on voit que dans les deux cas, les mots sont utilisés de manière littérale. Autrement dit, c'est pas des figures de style, c'est pas de l'ironie ou du sens figuré. Les mots sont ce qu'ils sont, ils veulent dire ce qu'ils veulent dire, littéralement. On va commencer avec le premier extrait. Tout simplement, c'est une affirmation dans tout ce qui est de plus affirmatif. Ça relate des faits sur la réalité sans plus. Une affirmation, c'est une fonction élocutoire, comme on dit, c'est la fonction élocutoire affirmative. Puis, une proposition, pour être une affirmation, ça doit respecter 4 règles.
Les 4 règles, mon premier exemple de Miss Shanahan, de Nixon, là, de l'exemple de Nixon, respecte ces 4 règles-là. Les règles vont comme suit, je les lis en anglais aussi, parce qu'on est tous décolonisés. La première règle, c'est The Essential Rule. The maker of an assertion commits himself to the truth of the expressed proposition. Donc, il sait, la première règle, c'est de savoir que ce que tu dis, c'est vrai, pour que ce soit une affirmation. Donc, Miss Shanahan est certaine, elle sait que le président Nixon a refusé ta réforme. Deuxième rule, the preparatory rules. The speaker must be in position to provide evidence of or reasons to the truth of the expressed proposition. Fait qu'il faut que tu sois capable de fournir des preuves. Deuxième preuve. Deuxième règle. Troisième. The expressed proposition must not be obviously true to both the speaker and the hearer in the context of utterance. Fait que je peux pas te dire, mettons, genre, je te dis, tu sais, si j'arrive, puis, je sais pas, man, si on a une pomme, genre, dans la face, puis je te dis, la pomme est rouge. Tu sais, comme, ok, on s'en calisse, tu fais le tour, là, tu sais, c'est trop, c'est pas une affirmation qui ça change rien, tu sais, elle vaut rien, ton affirmation. Quatrième, ok, bon. The sincerity rule, elle ressemble un petit peu à la première. C'est the speaker commits himself to a belief in the truth of the expressed proposition. La différence, c'est que tu peux commit to the truth, ce qui c'est un peu bizarre parce que tu peux dire, mettons, genre tu dis, tu peux t'engager envers la vérité de l'argument, mais tu peux ne pas y croire en même temps, parce que je peux dire, hey. Ils ont, en 1969, sont allés sur la Lune, mais j'y crois pas, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça la différence. Fait qu'on voit que l'affirmation de Miss Shanahan respecte les 4 règles. C'est donc une affirmation confirmée. Il n'y a aucun doute là-dessus. À l'opposé, le deuxième extrait, celui de Miss Murdoch. J'ai dit si je record ici. Ça record. Bon. Excusez-le. Le deuxième extrait, celui de Miss Murdoch, on voit qu'elle respecte en aucun temps les quatre règles, puis c'est pas son problème, pas en tout de s'en soucier des règles. La phrase est prononcée ou écrite sans le moindre souci de dire la vérité. Pourtant, même si l'énoncé de Miss Murdoch est conscient d'être faux, ou plutôt fictif, en aucun temps on est choqué d'apprendre que c'est faux. Parce qu'on est en fait complice de la fictionnalité de la phrase. Pour nous autres, elle sonne comme une affirmation normale. Mais selon les règles, ça peut pas être une affirmation normale. Parce que the maker of the assertion, he does not commit himself to the truth of the express proposition. The speaker, il peut pas fournir de preuves. Il croit pas du tout à ça. Puis, on sait pas si toutes les deux que c'est pas vrai. Si que c'est vrai, je veux dire, ça marche pas. Ça peut pas être une affirmation. Mais, c'est ça. Si c'est pas une affirmation, on est porté à se poser, c'est quoi? C'est quoi si c'est pas une affirmation? Je veux dire, il décrit ce qu'il fait, le lieutenant Andrew Chase White, puis c'est ça qu'il fait. Mais c'est pas vrai. C'est pas d'autres sortes de formes d'élocutoire, genre expressive, directive, commissive. Ça n'a pas rapport. C'est affirmative or nothing. Chris, man, c'est franglais, man. J'aime ça. C'est super cosmopolite. Non, ce que je disais, c'est ça. C'est savoir qu'est-ce que c'est. Cet énoncé-là, c'est quoi? Searle, il donne 2 options. Il dit, bon, ben, soit que l'énoncé de Miss Murdoch performe un acte illocutoire différent, ou ben l'énoncé est une affirmation prétendue, un acte de langage prétendu. C'est les 2 options. Fait que soit que c'est une autre fonction illocutoire,
ou bien Miss Murdoch, elle prétend commettre un acte de langage, une affirmation. Elle prétend faire une affirmation. Elle s'en calisse que c'est pas vrai parce qu'elle fait juste prétendre que c'est vrai. Fait que c'est les deux options que Searle lui donne. La première option voudrait que raconter une histoire, ça soit une fonction élocutoire à part entière, à part des autres. Donc, que le statement de Miss Murdoch, ce soit juste, c'est la fonction élocutoire de raconter une histoire. Mais ça implique pas mal plus. Puis c'est là que mon exemple de chat sous le tapis, là, que c'est c'est la même affaire, on va rencontrer ça un peu ici. Ça implique notamment le fait que, sachant que la fonction élocutoire d'un énoncé a rapport au sens d'une phrase, John Searle donne l'exemple, par exemple, John peut courir 1 kilomètre. Et l'autre phrase, est-ce que John peut courir 1 kilomètre? Je veux dire, le contenu propositionnel est le même. On parle de John puis de est-ce qu'il peut courir 1 kilomètre. Mais c'est pas je veux dire, la manière que la phrase est dite, ça veut pas dire la même chose. La fonction élocutoire n'est pas la même. Dans le premier cas, c'est John can run the mile. Ben, il peut courir 1 kilomètre. Dans le deuxième cas, est-ce qu'il peut courir 1 kilomètre? Je te le demande, c'est directif. C'est deux fonctions élocutoires différentes. Donc, si les phrases d'une œuvre de fiction ont une fonction élocutoire différente, en l'occurrence, raconter une histoire, ça voudrait dire que les mots perdraient leur sens littéral. Autrement dit, si la fonction élocutoire définit le sens d'une phrase, une différente fonction élocutoire pour la fiction impliquerait que le sens des phrases d'une fiction soit complètement différent de leur sens réel, du sens littéral. Pour l'exacte même phrase, il y aurait deux fonctions élocutoires et deux sens. Ça n'a aucun bon sens. Le chat sur le tapis, ça veut pas dire le chien sur le tapis, ça veut dire le chat, il est sur le tapis, dans les deux cas. Fait que ça amène à la conclusion que si raconter une histoire était une fonction élocutoire à part entière, mais il faudrait avoir appris le langage 2 fois. Il faudrait avoir appris un langage complètement nouveau, complètement différent du sens littéral. Fait que ça se peut pas que l'énoncé fictionnel performe un acte élocutoire différent. Fait que la première option, Searle la dément en disant que ça se peut pas. Parce que, c'est ça. Si c'est un autre acte de... Man, j'ai peur que ça recorde mal. En tout cas. Ok, c'est correct, non, ça marche. Mais c'est ça, c'est que si la même phrase dans une fiction et dans une pas fiction est la même, pourquoi dans la fiction on veut pas dire la même chose? Ça n'a pas de bon sens. En fait, c'est que il nous reste juste la deuxième option. Puis, Chris, j'aimerais ça faire contrôle-delete ce que j'ai dit. Ce que je veux dire, c'est que ça se peut pas que les mêmes mots veulent dire deux choses différentes. C'est ça. Parce qu'en fait, les deux phrases veulent dire la même affaire. Sauf que dans une fiction, c'est un acte de langage prétendu. C'est la deuxième option qui nous reste. Les énoncés fictionnels sont des actes illocutoires prétendus. Un auteur prétend affirmer l'existence des aventures d'un lieutenant qui s'appelle Andrew Chase White. Ce que Miss Murdoch a dit. Fait que c'est ça. Ça, c'est le nexus de la fiction. C'est que la fiction, tous les énoncés fictionnels sont des actes de langage prétendus. C'est ça que Searle dit. On va comprendre. Puis Searle, il pose une nuance au terme prétendu. Il dit, bon, encore en anglais, parce que là, on va délimiter entre prétendre prétendre quelque chose est vrai, mettons, un mensonge, puis la fiction. Ce qu'il dit, il dit, It is crucial to distinguish two quite different senses of pretend. In one sense of pretend, to pretend to be or to do something that one is not doing is to engage in a form of deception. But in the second sense of pretend, to pretend to do or be something is to engage in a performance which To pretend to do or be something is to engage in a performance which is as if one were doing or being the thing,
and is without any intent to deceive. If I pretend to be Nixon in order to fool the Secret Service into letting me into the White House, I am pretending in the first sense. If I pretend to be Nixon as part of a game of charades, it is pretending in the second sense. Miss Murdoch is engaging in a non-deceptive pseudo-performance which constitutes pretending to recount to us a series of events. So my first conclusion is this. The author of a work of fiction pretends to perform a series of illocutionary acts, normally of the representative type, i.e., statements, assertions, descriptions, characterizations, identifications, explanations, etc. Fait qu'on comprend la différence entre une affirmation qui est honnête, ça respecte les rules, les règles d'affirmation, les règles que j'ai dit, les 4. Une affirmation qui est honnête, c'est ça, c'est que ça respecte les règles. Une affirmation qui serait un mensonge, c'est qu'elle brise les rules volontairement de l'affirmation. Puis en fiction, c'est que les règles pour les affirmations, ils s'appliquent juste pas. C'est parce que they are pretend assertions. Les règles s'appliquent pas. On les laisse de côté. Fait que c'est juste la nuance entre pretend dans le prétendre dans le sens mensonger puis dans le sens fictionnel. C'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. In fiction, then, the author doesn't perform an assertion, but rather performs the pretense of an assertion. Mais avec le verbe prétendre, il y a le mot intention d'impliquer là-dedans. Prétendre, c'est avoir une intention à la base. C'est pas comme le verbe penser ou ressentir. On n'a pas l'intention de ressentir de quoi, mais on a l'intention de prétendre faire quelque chose. Ça mène à la deuxième conclusion de Searle. Il dit The identifying criterion for whether or not a text is a work of fiction must necessarily lie in the illocutionary intentions of the author. There is no textual property, syntactical or semantic, that will identify a text as a work of fiction. C'est pas une autre fonction illocutoire. C'est ça. C'est juste, ça se trouve pas dans... C'est pas un problème linguistique, en fait. C'est pas un problème syntaxique. Il y a rien de formel dans une phrase qui peut faire dire que ça, c'est une phrase de fiction. C'est juste l'auteur, les intentions de l'auteur. Parce que c'est pas... Il n'y a pas de code langagier qui va te faire dire que ça, c'est une fiction. C'est pas inscrit, c'est les mêmes mots. C'est les mêmes mots qu'on utilise. Étant donné que ces mêmes mots, ils peuvent pas avoir deux sens différents. C'est pour ça que c'est pas la première option, d'ailleurs. La première option, que ce serait une autre fonction illocutoire. Donc, c'est pour ça que la seule façon de savoir si quelque chose est fictionnel ou non, c'est de connaître les intentions de l'auteur. Autrement dit, il n'y a aucun moyen de savoir vraiment dans le texte. Mon Dieu, j'ai comme mal fini ma phrase, mais en tout cas, ça. Et quand je dis intention, là, by the way, je parle pas d'intention artistique ou de démarche ou de référence. C'est intention, genre fonction illocutoire que j'entends dire. Parce que il y a des critiques, mettons, qui pourraient dire faut pas regarder les intentions de l'auteur. C'est pas ça qu'on parle là, pour savoir que... Juste de parler par exemple, d'une histoire de fiction, c'est... d'avoir pris conscience, tu sais, comme de facto, t'as pris conscience que c'est une fiction, donc t'es au courant que l'auteur il a écrit une fiction, c'est écrit genre roman dessus ou un film de... Mais c'est bien beau de savoir et de comprendre qu'un auteur, pour faire de la fiction, fait juste produire des énoncés qui sont prétendus. En allant un peu plus loin, on est poussé à se questionner, à savoir... Oh, tabarnak. Excusez. À savoir comment c'est possible qu'on réussisse à comprendre et à distinguer une de fiction d'une simple menterie, puis de la réalité aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que dans un contexte normal où quelqu'un dit la vérité, qu'il y a véritablement un chat sur le tapis, par exemple, les mots correspondent à des existants. En l'occurrence, le chat
en l'occurrence le tapis. Si je dis ceci est un crayon, ben, je veux dire, ma phrase, ceci est un crayon, ben, il est existant. Genre, il y a un lien indexical entre le crayon puis ce que je dis. Puis, entre l'image aussi. C'est une autre affaire. On tombera pas là-dedans. Mais que l'image filmique, puis mais en tout cas, là, Chris, on va tomber dans Bazin, puis Purse, puis compagnie. Tout ce que je veux dire, c'est que dans un contexte de réalité, quand on parle de quelque chose, ben les choses dont on parle existent dans la vie. Fait qu'ils sont... ils existent, mais ils sont des existants. Saint sirop de calme. Ce qui fait en sorte que l'énoncé est vrai. Ce qui fait en sorte qu'un énoncé est vrai, c'est qu'il correspond à l'état du monde. Il y a un lien indexical entre le langage et les existants. Hey man, le truc de poubelle là. Il y a un lien indexical entre le langage et les existants. Par exemple, mettons un exemple bien simple là, pour comprendre le concept d'index. C'est, tu vas à la fin d'un livre, il y a un index, puis ça dit fonction élocutoire. Fait que là, tu t'en vas voir, check, là, t'as genre illocutionary. Bon, ok, mettons, on crée on se cassera pas le basic, là. Hard fun. Bon, Noam Chomsky, 14. Check, index, man. C'est un index. Index. Fait que là, il me dit, bon, Noam Chomsky, page 14. C'est où la page 14? Ah, voilà. Noam Chomsky. Aspects of the Theory of Syntax. Fait que tu vois, mon index à la fin, il pointe à un existant dans le livre. C'est tout fou, man. C'est tout connecté, gros. Bon. Donc, dans un contexte de réalité, les mots sont liés à des existants. Mais dans un contexte de fiction, c'est que ces relations d'existence entre les mots et les choses du monde sont rompues par des conventions extra-linguistiques. Ce que John Searle nous dit, il dit « The pretended illocutions which constitute a work of fiction are made possible by the existence of a set of conventions which suspend the normal operation of the rules relating illocutionary acts and the world. » C'est cette complicité-là qui nous empêche de voir la fiction comme un mensonge, puis de la différencier de la réalité. Parce qu'en fait, les mots sont encore attachés à ce qu'ils veulent dire, mais on les attache plus à quelque chose. Dans un livre, on les attache encore moins à quelque chose. Dans un film, c'est différent. On va les attacher à des images. Je veux dire, on pourrait en parler longtemps. C'est très compliqué. Ben, c'est très compliqué. C'est compliqué dans une certaine mesure. Là. Parce que dans un livre, il n'y a que les mots qui... C'est juste l'idée, là. C'est le concept, à la limite, comment qu'ils le décrivent, mais... les mots sont encore liés à des existants, mais pas réels. Comme si je suis dans un livre, on raconte que il y a 2 cubes Rubik ici. Dans le livre, il y a 2 cubes Rubik. Je peux me les visualiser, mais ils sont pas... le mot cube Rubik est encore relié à cube Rubik, mais il n'existe pas pour vrai. Tandis que si dans la vraie vie, je te dis, hey, check, il y a 2 cubes Rubik ici, ben, genre, tu vas. C'est vrai. C'est pas. Je prétends pas, en fait. C'est ça qui arrive. Fait dans les grandes ligues, c'est pas mal ça que John Searle dit. C'est que la fiction, c'est des actes de langage prétendus. C'est pas bien compliqué. Peut-être que c'est plate. Finalement, tu te dis, Chris, c'est tout ce podcast-là pour me dire ça. Ben oui. Non, mais pour vrai, c'est tout à fait intéressant, je trouve. Ça, je veux dire, c'est intéressant dans la mesure où tu décides de te poser la question. Si tu t'en poses pas, mais man, je sais pas pourquoi tu t'es rendu jusqu'ici, mon gars, parce que... En tout cas... Désolé d'avoir fait perdre ton temps. Mais bon. C'est ça. L'article a été écrit en 1975. By the way, j'ai skippé un petit peu la fin là, de l'article.
Parce que. Mais il parle justement de théâtre, puis. C'est quand même intéressant. Le reste, mais je voulais juste comprendre c'était quoi. Plus qu'appliquer, genre, la formule. Plus qu'appliquer ces concepts à des cas, à des études de cas. Mais ça, l'article a été écrit en 75, une couple d'années après Speech Act, le livre. Je suis pas sûr à 100% qu'il soit dans les premiers à avoir écrit sa fiction. Je pense que oui, ça ferait du sens. Je sais que Metz il a écrit le film de fiction puis son spectateur dans les mêmes années. Puis après, il y en a d'autres qui ont écrit sur le même sujet, dont Gregory Curie, qui a directement écrit un papier en réponse à Searle là-dessus, dans lequel il démonte complètement. Mais en fait, on se rend compte que Curie... En fait, Curie dit qu'un auteur de fiction, il prétend pas faire quelque chose, mais il fait quelque chose. Lui, il dit, dans le fond, que deux phrases pourraient avoir deux fonctions élocutoires différentes. Parce que lui, il dit des make-believe. Un auteur, il fait quelque chose. He makes believe. C'est ça qu'il fait. Je vais pas aborder le sujet de où est-ce qu'il se trompe. Parce que... Mais je sais pas. Parce que j'ai comme... En fait, c'est Martin Lefebvre, justement, qui m'a parlé de ça. Il dit, mais ça marche pas, cette affaire-là. Puis j'ai dit, moi, mais c'est toi qui as remarqué ça. Il dit, ben... Genre, je pense que oui, tu sais. Puis là, je suis comme, ok, mais je dirais pas ça de même. Il m'a pas évolé son idée. Je vole pas son idée, en même temps, je dis que c'est lui, mais bon. Je vais pas donner l'idée tant qu'il l'aura pas. S'il l'aura pas dit. Hein. Je prendrai pas le crédit. Ben, tout ce que je peux dire, c'est que bon, il se trompe un peu à certains endroits. Il doit pas être le seul à l'avoir remarqué, je peux pas croire, mais. Ça serait le fun que oui. Fait que je ferai pas de gaffe. Mais. Il y a aussi Kendall Walton qui a écrit une grande théorie sur la fiction. Sur Mimesis as make-believe. On the foundations of the representational art. Une hostie de briques de théorie, mon vieux. Grosse affaire, man. Kendall Walton Weber. Ouais, man, ça rentre dessus, bon. Excusez-la. Kendall Walton qui a écrit... son livre est sorti en 90, mais il travaillait là-dessus depuis les années 70 apparemment. D'ailleurs, il a écrit un papier qui s'intitulait Fearing Fiction en 1978, qui était un peu une réponse à ce que Colin Radford puis Michael Weston ont écrit. Ils ont écrit un papier, les autres, qui s'intitule How Can We Be Moved by the Fate of Anna Karenina, le livre de Tolstoï. Dans lequel il pose le paradoxe de fiction, le paradox of fiction. Puis je vais finir avec le paradox of fiction parce que ça finit sur de quoi on va ouvrir là-dessus. Puis, mais en tout cas, on voit que depuis les années 70, il y a clairement de quoi qui s'est passé par rapport à la fiction. Mais le paradox of fiction, c'est 3 prémices qui semblent tous vraies, mais qui, une fois mises ensemble, sont paradoxales puis ne fonctionnent pas. La question qui se pose à la base, c'est comment on peut être ému par des choses qui n'existent pas. Puis les 3 prémices vont comme suit. Je les résume dans mes mots, là, parce que il y a des manières plus belles de le poser. Mais ce que je disais, c'est que bon, la première prémisse, c'est pour être ému par quelque chose, il faut y croire. Deuxième prémisse, c'est on est ému par des choses auxquelles on ne croit pas. En l'occurrence de fiction. Troisième, personne ne croit aux choses qui sont fictionnelles. 3 phrases-là ne marchent pas. Parce que si on ne croit pas aux choses fictionnelles, puis qu'il faut croire aux choses pour être ému, pourquoi on est ému par des choses qu'on sait qui sont fictionnelles? Et là, je t'en pose une colle. Fait que je vais vous laisser avec ça. On va essayer de penser à laquelle des 3 prémices qu'il faudrait enlever pour résoudre le paradoxe. Déjà plusieurs réponses qui ont été formulées dans le passé. Je vais peut-être revenir dans un autre épisode. Mais pour ce qui est de ça, ben, ça va être ça. Fait que c'est encore la pandémie, puis ben c'est ça, man. Puis ouais, là, j'ai pas parlé de ce qui se passe dans le monde, mais oui, c'est pas un podcast de politique. Je parle pas de politique, la seule politique qu'on parle, c'est le Québec, la souveraineté du Québec.
Ben non, mais en tout cas, c'est complètement stupide ce que je dis là, mais... Fait que c'est ça. Stay safe, stay healthy, man. Faites d'exercice, allez courir dehors. Faites-vous des muscles, esti, man. Yes, sir! Puis, yeah! Tuez-vous pas!